Je voulais refaire une petite fiche de lecture, là, avant de rendre certains bouquins que je prends à la médiathèque, là. Alors, donc aussi pour garder un petit peu, comment dire, la trace de ces livres. Alors, là, je vais vous lire un extrait, donc, de Silvia Federici, Point zéro, propagation de la révolution. Salaire ménager, reproduction sociale, combat féministe. Alors, ça concerne en fait le passage que j'ai choisi. Ce livre, c'est un recueil d'articles. Il y a eu plusieurs articles parus. Et donc, ça reprend un petit peu. Et alors là, je trouvais intéressant, c'est le passage qui concerne, donc on est à la page 197. Voilà. Silvia Federici, vous pouvez retrouver aussi des interviews sur YouTube de cette femme, voilà, très engagée. Et là, ça concerne un chapitre, c'est Femmes, lutte pour la terre et mondialisation, une perspective internationale. Alors, en fin de compte, ça va évoquer un petit peu comment dire, donner une vision un petit peu mondiale de comment les femmes gèrent un petit peu le côté, comment dire, non pas la même perspective que sont des perspectives qui ne sont pas du tout capitalistes, voilà. Alors je lis. En dépit des tentatives systématiques des puissances colonialistes pour détruire les pratiques agricoles des femmes, ce sont elles qui, aujourd'hui, forment le gros de la population paysanne et sont en première ligne des luttes pour une utilisation non capitaliste des ressources naturelles, la terre, les forêts, l'eau. En défendant l'agriculture vivrière et la mise en commun des terres, en s'opposant aux expropriations, les femmes ouvrent à l'échelle mondiale une voie vers une société nouvelle, libérée de l'exploitation et de la menace des famines et des catastrophes écologiques. Comment réussirons-nous à sortir de la pauvreté si nous ne pouvons même pas avoir un bout de terrain à cultiver ? Si nous travaillions nos champs, nous n'aurions pas besoin de nourriture qui nous arrive des États-Unis. Non, nous produirions la nôtre. Mais tant que le gouvernement refusera de nous donner de la terre et toutes les autres ressources dont nous avons besoin, nos pays resteront sous la coupe des étrangers. Donc ça, c'était un extrait, juste la fin de Alvarado 104. Donc, ce texte, en fait, parce qu'il y a une note aussi au niveau du titre, a été publié en 2004 dans Journal of Asian and African Studies 39, numéro spécial 1-2, janvier-mars, Africa and Globalization, Critical Perspectives, page 47-62. Je continue. Les femmes gardent le monde en vie, c'est le titre. Il y a peu de temps encore, les questions portant sur l'appropriation de la terre et les luttes qu'elles déclenchent n'intéressaient guère les Nord-Américains, à l'exception des agriculteurs ou des Amérindiens, pour qui, sur le plan culturel au moins, la représentation de la terre en source de vie reste prééminente. Le sujet appartenait, semble-t-il, à une époque bientôt révolue. La nôtre, pensait-on, appartient à l'urbanisation, la terre n'est décidément plus l'élément fondamental de la reproduction, et cela apparaît d'autant plus crédible que les nouvelles technologies industrielles prétendaient pouvoir nous fournir l'énergie, l'autonomie, la créativité jadis associées à l'autosuffisance alimentaire et à la petite agriculture paysanne. C'est infiniment regrettable, ne serait-ce que parce que cette amnésie a précipité l'apparition d'un monde où les questions de fond autour de notre existence, d'où vient ce que nous mangeons, ces aliments nous nourrissent-ils ou au contraire empoisonnent-ils nos organismes, ne trouvent pas de réponse et sombrent souvent dans le non-dit. L'indifférence des citations touche cependant à sa fin. L'indifférence des citadins touche cependant à sa fin. En Europe et aux États-Unis, où la question de la terre a longtemps été assimilée à un problème du tiers-monde, les inquiétudes que font naître les manipulations génétiques en agriculture et les conséquences écologiques de la destruction des forêts tropicales provoquent une prise de conscience nouvelle et un mouvement de sympathie pour les luttes exemplaires des peuples indigènes qui, à l'instar des zapatistes, prennent les armes pour s'opposer à la privatisation de leurs terres. Les choses ont suffisamment changé pour qu'il soit désormais admis
que la terre n'est pas un facteur de production d'intérêt quasi nul pour le capitalisme moderne. La terre est le substrat matériel des activités de subsistance assurées par les femmes, dont dépend la sécurité alimentaire de millions de gens sur tous les continents. C'est ce constat qui m'a donné envie d'en savoir plus sur les combats que les femmes ont engagés dans le monde entier pour se réapproprier les terres, relancer l'agriculture vivrière et défendre une utilisation non marchande des ressources naturelles. Leur résistance est d'une extrême importance, et pas seulement parce que c'est grâce à elles que des milliards de personnes parviennent à survivre. Elle nous indique aussi clairement ce que nous devons changer pour bâtir une société où notre propre reproduction ne se fera pas aux dépens des autres et ne menacera plus la vie sur la planète. Alors, nouveau titre. Les femmes et la terre, une perspective historique. À la campagne comme en ville, partout dans le monde, l'agriculture vivrière est une activité très majoritairement féminine. Difficile à chiffrer, cette réalité n'en est pas moins incontestable. Les femmes produisent l'essentiel de la nourriture consommée par leur famille, proche ou élargie et ou vendue sur les marchés locaux, notamment en Afrique et en Asie, les deux continents les plus peuplés. Il est difficile de donner, ça c'est 2004, ça a peut-être changé. Il est difficile de donner des chiffres sur l'agriculture vivrière, car elle relève pour la plus grande part d'un travail non rémunéré et ne concerne pas les exploitations agricoles classiques. En outre, les femmes qui la pratiquent n'en parlent pas comme d'un travail. Ce n'est pas sans rappeler un autre problème bien connu touchant la difficulté de mesurer le nombre des employés de maison, entre guillemets, et la valeur de leur travail. Le capitalisme a un faible pour la production marchande et c'est la raison pour laquelle les tâches ménagères ne comptent pas comme du travail ou, ce qui revient au même, ne sont pas considérées comme un vrai travail, entre guillemets, par nombre de nos contemporains. Pour les grandes agences internationales telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, l'Organisation internationale du travail, OIT, et les Nations Unies elles-mêmes, la difficulté à mesurer la production vivrière ne vaut généralement pas qu'on s'y arrête. Elles ont toutefois reconnu que cet écueil tenait beaucoup à la définition retenue. Un rapport de l'ONU souligne ainsi qu'au Bangladesh, entre guillemets, les femmes représentaient 10% des actifs, selon l'enquête sur la population active de 1985-1986. En 1989, donc quand le questionnaire de l'enquête s'est élargi à des activités précises, battage, transformation et conservation des aliments, élevage de volailles, le taux d'activité des femmes a bondi pour passer à 63%. ONU 1995, C 114. Donc, il y avait une note aussi, j'ai oublié de vous la lire. C'était où cette note? Oui, qui précisait, donc sur cette page, là on est à la page 199, en 1988, l'OIT expliquait que les personnes travaillant dans la pêche et l'agriculture vivrière subviennent à leurs besoins et à ceux de leurs proches en fournissant de quoi manger, de quoi se loger et un minimum d'argent liquide, définition des plus floues qui dépend de ce que l'on entend par, entre guillemets, minimum d'argent et par, entre guillemets, besoin. S'il est donc assez hasardeux de partir des statistiques disponibles pour essayer de déterminer combien de gens ou de femmes en particulier travaillent dans l'agriculture de subsistance, il est clair que leur nombre est tout sauf négligeable. La FAO, année 2000, estime ainsi qu'en Afrique subsaharienne, les femmes produisent jusqu'à 80% des denrées alimentaires consommées par les familles ou proposées à la vente. Sachant que 750 millions d'individus environ vivent en Afrique et qu'il s'agit en majorité d'enfants, on peut logiquement en déduire que plus de 100 millions d'Africains sont de petits agriculteurs. Alors, les répercussions sociales et économiques du colonialisme sont plus ou moins marquées selon, entre autres facteurs, la durée du contrôle exercé sur les territoires par la puissance coloniale. L'étendue de sa mainmise sur la terre peut d'ailleurs se mesurer aux différences aujourd'hui observées dans la participation des femmes à l'agriculture ouvrière et l'agriculture marchande, en se fondant sur les statistiques de l'OIT, et sans oublier combien il est difficile d'évaluer les effectifs de la paysannerie mondiale, on constate que l'Afrique subsaharienne a le plus fort pourcentage d'agricultrices, 75%. La proportion passe à 55% en Asie du Sud, ensemble du sous-continent indien, Afghanistan, Birmanie et Tibet, et 42% en Asie du Sud-Est,
et à 35% en Asie de l'Est, Chine, Japon, Corée et Mongolie. À l'opposé, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, le nombre des agricultrices se rapproche des taux observés dans les entre guillemets, régions développées, et notamment en Europe, entre 7 et 10%. Autrement dit, la participation des femmes à l'agriculture est grosso modo fonction de la durée de l'occupation coloniale. Waouh! Donc en fait, plus un pays a été occupé tôt, et moins les femmes ont droit de cité dans l'agriculture. C'est vrai que plus qu'on a une agriculture plus orientée vers le commerce, le capitalisme, la rentabilité, et moins vers la subsistance. Alors, sachant que le slogan féministe a raison, qui affirme que, entre guillemets, les femmes soutiennent plus de la moitié du ciel. Sachant que la logique du développement capitaliste consiste à séparer les producteurs et surtout les productrices agricoles de la terre, ce maintien de l'agriculture ouvrière est pour le moins étonnant. Il ne s'explique que par la résistance formidable que les femmes opposent depuis toujours à la commercialisation de l'agriculture. Des Andes à l'Afrique, toute l'histoire de la colonisation en atteste. Au XVIe et au XVIIe siècle, en réponse aux expropriations décidées par les Espagnols avec l'appui des chefs autochtones sur les territoires du Mexique et du Pérou, ce sont des femmes qui, dans les zones montagneuses, appelèrent la population à résister aux envahisseurs et devinrent ainsi les plus farouches défenseuses des savoirs et des cultes ancestraux centrés sur la vénération de divinités assimilées aux forces naturelles. Silberblatt, Federici, 2014. Plus tard, au XIXe siècle, en Afrique et en Asie, les femmes ont défendu leur système traditionnel d'agriculture contre les colons européens qui s'entêtaient à vouloir les détruire parce qu'à leurs yeux, le travail de la terre était avant tout l'affaire des hommes. Grâce, entre autres, aux recherches d'Esther Boserup sur l'Afrique de l'Ouest, on sait que les fonctionnaires détachés aux colonies, les missionnaires et à leur suite les responsables du développement, entre guillemets, développement agricole, ne se sont pas contentés d'imposer les, entre guillemets, cultures de rente au détriment de la production vivrière, mais ont aussi empêché les Africaines, qui pourtant assumaient le gros des tâches agricoles, de se former aux méthodes et aux techniques de l'agriculture moderne. Ils ont invariablement avantagé les hommes dans l'attribution des terres, y compris lorsqu'ils avaient quitté le village. En sus de priver ainsi les femmes des droits, entre guillemets, coutumiers, il leur était reconnu en raison de leur participation à la gestion collective de la terre et de leur statut de cultivatrice, les colons et leurs successeurs ont introduit de nouveaux clivages entre hommes et femmes. Ils ont recréé sur place un partage des tâches fondé sur la subordination des femmes aux hommes, selon modèle qui contraint les épouses à seconder gratuitement leur mari dans le travail que réclament les cultures de rente. Les femmes n'ont cependant pas accepté de gaieté de cœur la dégradation de leur statut social. Dans l'Afrique coloniale, elles se sont révoltées chaque fois qu'elles craignaient, à bon droit, que le gouvernement décide de vendre leurs terres ou de s'approprier leurs récoltes. Les manifestations organisées à leur initiative en 1958 à Kedjom-Kekou et à Ketingu, dans le nord-ouest du Cameroun, alors sous contrôle britannique, contre les autorités coloniales, sont à cet égard exemplaires. Alertées par des rumeurs affirmant que le gouvernement allait mettre leurs terres en vente, elles furent jusqu'à 7000 à marcher à plusieurs reprises jusqu'à Bamenda, alors capitale de la province, et autant à camper 2 semaines durant devant le siège de l'administration britannique en chantant fort et en manifestant tapageusement leur présence. Cité dernière phrase par Diduc. Dans la même région, les femmes ont énergétiquement défendu les champs qu'elles cultivaient contre les dommages provoqués par le cheptel des dignitaires locaux ou par les troupeaux des nomades Fulani, à qui les autorités coloniales avaient attribué des droits de pâture saisonniers dans l'idée de lever un impôt sur le bétail. Cette fois encore, leur riposte énergique
fit capoter ce projet et les autorités durent se résoudre à sanctionner les bergers responsables, comme l'écrit Suzanne Diduc. Citation, donc, début de la citation. Les femmes avaient le sentiment de se battre pour la survie et la subsistance de leur famille et de leurs proches. Leur travail agricole était et reste indispensable à la production quotidienne de nourriture. Les hommes de la communauté Kedjom soulignent d'ailleurs combien ce rôle assumé par les femmes fut et reste important. Il est fréquent, par exemple, de les entendre dire « Les femmes ne souffrent-elles pas pour cultiver la terre et porter les enfants pendant 9 mois ?» Oui, ce qu'elles font est bien pour le pays. C'était 343 de cette citation de Suzanne Diduc. Au cours des décennies 1940 et 1950, un peu partout en Afrique, les femmes engagèrent de nombreux combats similaires pour protester contre l'introduction des cultures de rente et le surcroît de travail qu'elles leur réclamaient au détriment de la production vivrière. L'importance fondamentale de cette dernière pour la survie des communautés colonisées se mesure aussi à sa contribution aux luttes anticoloniales, notamment au soutien vital qu'elle représentait pour les insurgés qui avaient pris le maquis en Algérie, au Kenya ou au Mozambique, par exemple. Davidson, entre parenthèses, Davidson, 76-78, 96-98, 170. Donc, il y avait une note aussi concernant, donc sur la page d'avant, sur les agricultrices de l'ouest du Cameroun dans les années 1950, voire aussi Snyder et Tades qui écrivent « Les femmes ont poursuivi leur activité économique pendant la période coloniale en dépit d'une situation qui leur était très défavorable. Témoin la façon dont elles se sont mobilisées pour créer des minoteries dans l'ouest du Cameroun au cours des années 50. Au fil du temps, 200 de ces coopératives virent le jour et 18 000 femmes au total y adhéraient. Elles possédaient collectivement leurs moulins, elles clôturaient leurs champs pour les protéger, elles construisaient des réserves d'eau et ouvraient des magasins coopératifs. Ainsi, pendant des générations, les femmes se sont investies dans les activités collectives visant à augmenter la productivité d'ensemble, à réduire les écarts socio-économiques devant lesquels l'administration coloniale restait impuissante à dénoncer des décisions politiques qui les privaient des ressources nécessaires à la subsistance de leur famille. C'était sur la page 23. Alors, donc, je reviens, parce que ça c'était toujours par rapport à la citation de Suzanne Diduc, cette petite note. De même, après l'indépendance, les femmes se sont battues contre les projets de développement agricole qui les transformaient en main-d'œuvre gratuite au service de leur mari. Le meilleur exemple de cette résistance est probablement la mobilisation des femmes mandingues de Sénégambie contre la culture intensive de riz dont l'extension compromettait leur production vivrière. Ça c'était Carnet et Watts. W-A-T-S. Et Carnet c'est C-A-R-N-E-Y. Ces luttes, dont il est désormais admis qu'elles sont les premières causes de l'échec des progrès de développement agricole des décennies 1960 et 1970, ont permis à l'agriculture de subsistance de garder une place non négligeable dans de nombreuses régions du monde, malgré l'adhésion des gouvernements de l'avant et de l'après-indépendance au modèle de développement économique, entre guillemets, dicté par le capital, entre parenthèses Moser. La détermination avec laquelle des millions d'Africaines, d'Asiatiques et d'Américaines du Nord et du Sud refusent de sacrifier l'agriculture de subsistance mérite d'autant plus d'être soulignée qu'elle dément l'interprétation aujourd'hui en vogue jusque chez les sociologues étiquetés à gauche, selon laquelle ce mode de production agricole doit sa survie à la nécessité pour le capital international de réduire les coûts de reproduction de la main-d'œuvre et de libérer, entre guillemets, les travailleurs masculins pour les cultures dites de rente et l'ensemble des autres activités rémunérées. Claude Meyassou, l'un des tenants marxistes de cette théorie, soutient que la production vivrière assurée par les femmes, qu'il désigne sous le nom, entre guillemets, d'économie domestique, a servi à fournir au système capitaliste une réserve de main-d'œuvre bon marché
tant sur le territoire national qu'à l'étranger et qu'elle a ainsi alimenté l'accumulation capitaliste. À l'en croire, moyennant le travail accompli en amont au pays, entre guillemets, les immigrés arrivés à Paris ou à Johannesburg représentaient en quelque sorte une marchandise gratuite pour leur employeur capitaliste. Ces derniers n'avaient pas déboursé un sou pour leur éducation et lorsqu'ils n'avaient plus besoin d'eux, ils pouvaient s'en débarrasser sans qu'il leur en coûte rien puisque ces travailleurs ne touchaient pas le chômage. Vu sous cet angle, l'engagement des femmes dans l'agriculture vivrière est tout bénéfice pour les gouvernements, les entreprises et les agences de développement. Non seulement il leur permet d'exploiter plus efficacement la main-d'œuvre rémunérée, mais il assure en outre un transfert permanent des ressources des campagnes vers les villes, transfert qui, dans les faits, dégrade la qualité de vie des paysannes. Miyasu remarque tout de même que les organismes internationaux et les gouvernements mettent tout en œuvre pour, entre guillemets, sous-développer le secteur de la production vivrière. Il dénonce le drainage incessant de ces ressources et, conscient de l'extrême précarité de cette forme de reproduction de la main-d'œuvre, prévient qu'elle risque de bientôt traverser une crise grave. Une petite note. Cette menace de crise tient vraisemblablement à une double contrainte. Si l'économie domestique devient par trop improductive, elle ne pourra plus assurer la reproduction de la main-d'œuvre immigrée. Mais si sa productivité augmente trop, alors elle augmentera le coût du travail, car ni les productrices, ni les productrices, ni les produites, ni les reproduites, ne seront plus obligées d'aller, entre guillemets, gagner leur vie ailleurs. Alors, je ressors de la note, je reprends le texte principal. Pourtant, le combat de tous les instants que nécessite le maintien de l'agriculture vivrière lui échappe et il ne voit pas non plus que malgré les attaques dont elle est l'objet, elle est vitale pour les capacités de résistance des populations concernées à l'extension des rapports capitalistes. Quant au chantre du libéralisme économique, leur appréciation du entre guillemets, travail de subsistance le rabaisse au rang des activités entre guillemets, non rentables et entre guillemets, improductives. Ce qui, somme toute, est logique puisque aussi bien ils refusent de classer le travail domestique non rémunéré dans la catégorie entre guillemets travail. Par suite, même lorsqu'ils adoptent les postures féministes des économistes libéraux, n'ont rien d'autre à proposer que, entre guillemets, des projets générateurs de revenus, vendus comme la panacée à la pauvreté, le grand levier de l'émancipation des femmes à l'ère du néolibéralisme. Ces différentes perspectives occultent le fait que l'accès à la terre garde une importance stratégique pour les femmes et les communautés dans lesquelles elles vivent, même si les entreprises et les pouvoirs publics n'hésitent pas à exploiter la situation à leur propre fin. On peut ici établir une analogie avec ce qui s'est passé dans certaines îles des Caraïbes, la Jamaïque par exemple, à l'époque de l'esclavage, lorsque les planteurs attribuaient à leurs esclaves des petits potagers à cultiver pour eux-mêmes. De la sorte, ils économisaient sur leurs importations de nourriture et baissaient le coût de reproduction de leur main-d'œuvre. Mais cette stratégie présentait aussi des avantages pour les esclaves puisque, facilitant leur déplacement, elle leur donnait plus d'indépendance. À tel point, disent les historiennes, que dès avant l'émancipation, il s'était formé dans plusieurs îles de l'archipel une proto-paysannerie qui jouissait d'une liberté de mouvement remarquable et tirait déjà quelques revenus de la vente de ses produits. On avait une petite note. Dès que le prix du sucre augmenta sur les marchés mondiaux, les propriétaires des plantations supprimèrent toutefois le temps concédé aux esclaves pour la culture de leur entre guillemets potager. Sur ce point, voir en particulier Bush et Morrissey. M-O-R-I-2-S-E-Y. Je reprends mon texte. En poussant plus loin l'analogie pour l'étendre à l'utilisation capitaliste postcoloniale du travail de subsistance, on peut avancer que l'agriculture vivrière est venue à la rescousse de milliards de travailleurs. Car en leur donnant la possibilité de se battre pour obtenir de meilleures conditions de travail et de survie et de survivre aux grandes grèves ouvrières, elle a permis au secteur salarié de prendre une importance sans commune mesure avec la taille relativement restreinte de ses effectifs. Ça, c'était, entre parenthèses, Federici,
1992. Et là, il y a encore une note. Parlant du rapport à la terre des hommes et des femmes africaines qui, entre guillemets, gagnent leur vie, Michel Chege, C-H-E-G-E, note pour sa part que, entre guillemets, la plupart des ouvriers africains gardent un pied à la campagne. L'existence d'une main-d'œuvre totalement coupée de la propriété terrienne n'est pas encore d'actualité. Fermez la guillemets. C'était 250. Du fait de cette, entre guillemets, non-aliénation, les Africains et Africaines qui échangent leur force de travail contre de l'argent peuvent compter, en cas de grève, sur la solidarité tangible du village, sous forme surtout, mais pas seulement, d'un apport de nourriture. Alors, je reprends le texte. Métaphore de l'agriculture vivrière insérée dans un cadre communautaire, le village constituait également un espace essentiel pour le combat des femmes puisque c'est en son nom qu'elles réclamaient la restitution des ressources que l'État et le capital leur avaient retirées. Ce combat a pris des formes diverses, souvent autant dirigé contre les hommes de la communauté que contre les gouvernements. Mais où l'accès direct à la terre a toujours joué un rôle crucial puisque, en sus de permettre aux femmes de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, il leur procurait des revenus supplémentaires tirés de la vente des excédents. Aussi, l'exode rural ne les a-t-il pas empêchés de cultiver tous les lopins dont elles pouvaient se saisir en vide afin de nourrir leurs proches et de conserver une marge de manœuvre par rapport au marché. Ça c'était entre parenthèses Bryce Zone, c'est-à-dire B-R-Y-C-E-S-O-N 105 à 117. La bataille sans merci que la Banque mondiale, le FMI et l'OMC ont livré au début des années 1980 jusqu'aux années 1990 pour détruire les communautés villageoises au nom de l'ajustement structurel et de la entre guillemets mondialisation, donne une idée de l'autonomie qu'elle garantissait de fait à la main-d'œuvre africaine des deux sexes. Là, il y a une note. L'offensive menée par la Banque mondiale au moyen de l'ajustement structurel infirme la thèse de Meyassou, voulant que l'économie domestique soit un sous-produit du capitalisme, mais elle confirme ses prédictions sur la crise entre guillemets fatale et finale, donc entre parenthèses 213, qui attend le capitalisme en raison de son incapacité à préserver et à contrôler l'économie domestique. On reprend le texte. Destruction de l'agriculture vivrière et promotion de la commercialisation de la terre, tels sont les maîtres mots des programmes d'ajustement structurel que la Banque mondiale applique tous azimuts. Donc ça c'est entre parenthèses Federici 1992, Cafenti 1995, Turner et Brownhill 2001b. À la fin des années 1980 et tout au long de la décennie qui a suivi, non seulement les terres cultivables ont été clôturées, mais de plus, les produits alimentaires, entre guillemets, bon marché, autrement dit subventionnés, importés d'Europe et d'Amérique du Nord, ont inondé les économies désormais libéralisées d'Afrique et d'Asie, qui, elles, ne sont pas autorisées à subventionner leurs agriculteurs, avec pour résultat de priver encore davantage les paysannes de débouchés locaux. Entre-temps, l'agro-industrie s'emparait d'une part non négligeable des terres jadis communes pour les louer aux cultures d'exportation. La guerre, enfin, et la famine ont fini de semer la terreur et obliger des millions de gens à fuir leur terre natale. S'ensuivit une crise majeure de la reproduction, de type inédit et d'une ampleur jamais vue, y compris pendant la période coloniale, même dans des régions autrefois célèbres pour leur productivité agricole, comme le sud du Nigeria. La nourriture est à présent trop rare ou trop chère pour la moyenne de la population qui, à cause des mesures d'ajustement structurel, doit aussi faire avec, entre guillemets, les hausses de prix brutales, le gel des salaires, la dévaluation de la monnaie, un chômage massif et l'amputation des services sociaux. Là, il y a une petite note. Au Nigeria, la chute spectaculaire des, entre guillemets, revenus réels
et l'extension de la pauvreté sont des indicateurs qui ne trompent pas. Aujourd'hui, 70% de la population nigérienne vit avec moins d'$1 par jour et 90% avec moins de $2 par jour, alors que le Nigeria a longtemps figuré parmi les entre guillemets, pays à revenus intermédiaires. Entre parenthèses, statistiques consultables sur le site du Programme des Nations Unies pour le développement. On reprend le texte. D'où l'importance vitale des luttes pour la terre engagées par les femmes. Sous le régime néolibéral de la Banque mondiale, ce sont elles, essentiellement, qui protégèrent le prolétariat international de la famine. Elles aussi qui s'opposent le plus résolument au précepte néolibéral voulant que, entre guillemets, les prix du marché déterminent qui doit vivre et qui doit mourir. Elles, enfin, qui trouvent des solutions pragmatiques pour assurer la reproduction de la vie sur un mode non marchand. On passe à un autre titre. Pour la subsistance et contre la entre guillemets mondialisation, les terrains des luttes en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Les programmes de privatisation des terres, l'extension de l'agriculture commerciale et la flambée des prix alimentaires dont s'accompagne la mondialisation ont incité les femmes à inventer mille et une stratégies destinées à contrer les plus puissantes institutions de la planète. Pour protéger leur communauté des effets de l'ajustement économique et leur éviter de tomber complètement sous la coupe du marché mondial, elles ont d'abord multiplié jusque dans les centres urbains les surfaces consacrées aux cultures vivrières. Le cas de la Guinée-Bissau est à cet égard exemplaire. Depuis le début des années 1980, on voit fleurir à Bissau, la capitale, comme dans d'autres villes, des petits jardins potagers où les femmes font pousser des légumes, du manioc, des arbres fruitiers. Quand les temps sont durs, elles renoncent aux revenus que leur procurent les fruits de leur travail pour nourrir leurs proches. Donc ça, c'était entre parenthèses Gali et Funk. Et là, il y a une note. À Bissau, pendant la saison des pluies, les femmes plantent du riz sur des terrains à la périphérie de la ville. À la saison sèche, certaines, plus entreprenantes, s'adjugent d'autorité des lopins plus proches où elles cultivent des légumes exigeant d'être arrosés. Elles vendent aussi cette production qui n'est donc pas uniquement réservée à la consommation familiale. Ça, c'était Gali et Funk 20. Je reprends le texte. Oui. Toujours en Afrique, Christa Wich-Terich remarque que dans... Alors ça s'écrit Christa, son nom de famille, W-I-C-H-T-E-R-I-C-H. Donc Christa Wich-Terich remarque que dans les années 1990, l'agriculture de subsistance et le jardinage urbain sont devenus des réalités dans de nombreuses agglomérations grâce surtout aux initiatives prises dans ce sens par les femmes des classes défavorisées. Donc là, ouvriers. Devant les logements des fonctionnaires sous-payés de Dar es Salaam, au lieu de plates-bandes fleuries, il y avait des rangs d'oignons et des papayers et des poulets, des bananiers dans les jardinets de Lusaka. À Kampala et surtout à Kinshasa, où l'approvisionnement en nourriture était quasi inexistant, les légumes poussaient sur les larges terre-pleins des grandes artères. Dans les villes kenyanes aussi, les parterres qui bordaient les routes, les cours des maisons, le moindre terrain vague étaient tout de suite utilisés pour le maïs, les semis ou les cales, une variété de choux très appréciée. C'est entre crochets ma traduction NDT. On reprend. Pour augmenter leur production de fruits et de légumes, ces femmes auraient voulu pouvoir cultiver des surfaces plus importantes, mais l'augmentation généralisée des prix du foncier due à la politique suivie par les institutions internationales les en a largement empêchées. D'autres avaient choisi de poursuivre leur activité agricole à la campagne, tandis que les hommes partaient en nombre vers les villes, ce qui, dans les faits, s'est traduit par une entre guillemets, féminisation des villages, dont beaucoup sont désormais essentiellement peuplés de femmes qui s'occupent seules de leurs champs, parfois en s'associant dans des coopératives féminines. Gali et Funk 23. La réappropriation des terres et
et l'extension des surfaces consacrées aux productions vivrières furent également au cœur d'une grande bataille des paysannes du Bangladesh qui a abouti à la création de l'Association des femmes sans terre, entre parenthèses donc Landless Women Association, coutumière des occupations de terre depuis 1992. Entre-temps, l'association, qui n'hésite pas à affronter les propriétaires terriens, a réussi à établir 50 000 familles en zone rurale. Une de ses responsables, Shamsun Nahar Kandoli, m'a confié que les occupations concernent essentiellement ce qu'on appelle là-bas des chars, îlots instables constitués de dépôts d'alluvions dans le delta du Bengale. Elle a une petite note. Shamsun Nahar Kandoli m'a donné cette information de vive voix lors du crochet contre sommet organisé à Prague en 2000. On reprend le texte. La loi Bangladesh stipule que ces îles nouvellement formées doivent être attribuées aux paysans sans terre, mais leur valeur commerciale en hausse explique, si l'on peut dire, qu'elles tombent dans l'escarcelle des grands propriétaires. Pour les empêcher de se les approprier, les femmes ont donc organisé leur défense avec des moyens du bord à l'aide de balais, de lances en bambou ou même de couteaux. Elles ont également mis en place des systèmes d'alerte qui, à l'approche de bateaux avec à leur bord les propriétaires ou leurs sbires, préviennent les occupantes de chars de se préparer à repousser les assaillants ou à les empêcher d'accoster. L'Amérique latine est le théâtre de lutte pour la terre tout à fait similaire. Au Paraguay, la coordination des paysannes, Coordination de las Mujeres Campesinas, ou CMC, s'est constituée en 1985 en même temps que le mouvement paysan paraguayen Movimiento Campesino Paraguayo, ou MCP, pour exiger la redistribution des terres. Entre parenthèses, Fischer 86. La CMC, souligne Joe Fischer, est ainsi le premier mouvement paysan féminin à avoir manifesté publiquement ses exigences et à avoir bâti son programme autour des revendications de ses adhérentes en dénonçant, ouvrez la parenthèse, leur double oppression en tant que paysanne et en tant que femme, fermez la parenthèse, fermez la guillemets, 87. La CMC est entrée dans une nouvelle phase de son histoire lorsque le gouvernement paraguayen a décidé d'attribuer au mouvement paysan de vastes arpents de forêt à proximité de la frontière brésilienne. Les femmes de la coordination ont mis à profit cette redistribution de terres pour organiser une communauté modèle au sein de laquelle, unissant leurs forces, elles cultivent collectivement leurs parcelles, ainsi que l'explique Geraldina, une des fondatrices de la CMC. Voilà. Ouvrez la guillemets. Nous travaillons sans relâche aujourd'hui plus qu'avant, mais nous travaillons aussi autrement. Nous expérimentons le travail en commun pour voir s'il nous permet de dégager du temps pour autre chose. Cela nous donne également l'occasion de partager notre expérience et nos soucis. C'est pour nous une façon très différente de vivre. Avant, nous ne connaissions même pas nos voisins. Fermez les guillemets. Fischer 98. Les combats des femmes pour la lutte portent également sur la défense des communautés menacées par le entre guillemets, développement urbain, et les projets d'aménagement qui fleurissent dans son sillage. L'extension de l'habitat se fait toujours au détriment des terres arables et elle a de tout temps suscité des résistances, ainsi que l'illustre, entre autres, le combat des habitantes du quartier de Kawala, dans le district ougandais de Kampala. Un gros projet immobilier soutenu en 1992-1993 par la Banque mondiale avec la coopération du conseil municipal de Kampala, menacé de détruire une grande partie des terres cultivées alentour du quartier, de même que les jardins attenants aux habitations. Sans surprise, ce sont les femmes qui s'y sont opposées le plus énergétiquement en créant un comité des résidents qui finit par obliger la Banque mondiale à se retirer du projet, selon une des dirigeantes du comité. Ouvrez la guillemets. Alors que les hommes préféraient ne pas s'en mêler, les femmes n'hésitaient pas à tout dire en réunion publique devant les représentants officiels. Elles s'exprimaient davantage parce qu'elles étaient directement concernées.
C'est très dur pour les femmes de ne plus avoir aucune source de revenus. La plupart subviennent aux besoins les plus élémentaires de leur enfant, mais elles ne peuvent pas y arriver sans argent et sans nourriture. Si l'on les empêche de vivre en paix, si on les prive de leurs revenus, elles vont se battre. Pas parce qu'elles en ont envie, mais parce qu'elles sont opprimées et parce qu'on veut les réprimer. Ça c'était, fermez la guillemets, TRIP, T-R-I-2-P, 183. Pardon. Ali-Marie Tripp relève que la mobilisation des habitantes de Kawala n'a rien d'exceptionnel. Petite note, à bien des égards, Kawala est sur le plan de la lutte un microcosme des changements qui ont actuellement en cours en Ouganda. Fermez la guillemets, écrit-elle en conclusion 194. De fait, des mouvements de résistance similaires sont apparus ailleurs, en Afrique et en Asie, à l'initiative d'associations de femmes paysannes opposées au développement de zones industrielles qui, en sus de les placer, elles et leurs familles, sous la menace d'une expulsion, comportaient des risques graves pour l'environnement. Dans un contexte où les femmes sont de plus en plus nombreuses à, entre guillemets, jardiner, y compris dans les centres urbains, à Kampala, elles produisent 45% de la nourriture consommée sur place. Les projets de développement industriel ou immobilier mettent en péril cette agriculture de subsistance. J'ajoute, car c'est important, qu'en défendant la terre contre les intérêts commerciaux et en posant en principe que ni la terre ni la vie ne sont à vendre, ces femmes défendent encore une fois, comme au temps des invasions coloniales, l'histoire de leur peuple et leur culture. À Kawala, la majorité des gens qui vivaient sur les terrains convoités par les promoteurs y étaient installés depuis des générations et y avaient enterré leurs parents. Un fait que la plupart des Ougandais tiennent pour une preuve absolue de leur droit inaliénable sur la terre. Les réflexions d'Aili Marie Tripp sur les luttes pour la terre rejoignent sur bien des points les observations exposées jusqu'ici dans ce texte. 2 points, ouvrez la guillemets. Si on prend du recul par rapport aux événements du conflit, on voit clairement que les résidents, et les femmes en particulier, ont essayé d'institutionnaliser de nouvelles formes de mobilisation collective, à Kawala, mais ailleurs aussi, en élaborant un modèle applicable à d'autres projets communautaires. Très ouverte, la coopération qu'elles envisageaient devait d'emblée prendre en compte les besoins des femmes, des veuves, des enfants et des personnes âgées, en reconnaissant que leur survie dépendait avant tout de la terre. 194. La défense par les femmes de la production vivrière a 2 autres conséquences qu'il vaut la peine de mentionner. D'abord, la formation à l'échelle régionale de systèmes d'autosuffisance conçus pour assurer, entre guillemets, la sécurité alimentaire et soutenir une économie fondée sur la solidarité et le refus de la concurrence. Ici, le plus bel exemple nous vient sans doute d'Inde et plus précisément de l'Alliance nationale pour les droits alimentaires des femmes qui regroupe 35 associations féminines. Cette formation s'est notamment mobilisée pour défendre la production de graines de moutarde, une culture cruciale en Inde pour celles très nombreuses qui la pratiquent en ville ou à la campagne, mais que menacent les tentatives de multinationales installées aux États-Unis d'imposer des graines de soja génétiquement modifiées dans la fabrication d'huile de cuisine. Une petite note, l'offensive s'est durcie en 1998 suite au décès de 41 personnes empoisonnées par de l'huile de cuisine à base de graines de moutarde fabriquées et distribuées localement, mais mystérieusement frelatées. Le gouvernement s'empressa alors de l'interdire à la vente et l'Alliance nationale réagit en portant l'affaire devant la justice et en appelant les consommateurs et les producteurs à désobéir. Regardez, Shiva 2054. Alors, je retourne sur le texte. L'Alliance a riposté par la création d'associations mettant directement en rapport les producteurs et les consommateurs afin de, ouvrez les guillemets, défendre le mode de vie paysan et la diversité culturelle des choix offerts aux consommateurs, fermez la guillemets. Ainsi que le précise Vandana Shiva, l'une des organisatrices de ce mouvement. Elle ajoute, 2 points, ouvrez les guillemets, nous protestons contre les importations de soja et exigeons l'interdiction de tous les produits importés contenant du soja transgénique. Sarson, Bachao, Soya, Bagara.
Donc chantent les femmes des bidonvilles de Delhi, c'est-à-dire ce qui signifie vive la moutarde, à bas le soja. 2032-33, fermez la guillemets. Ensuite, partout dans le monde, les femmes sont en première ligne pour sauver ou replanter les forêts et dénoncer leur surexploitation commerciale, car il s'agit là d'une ressource à la base des économies de subsistance de nombreuses populations à qui ils procurent non seulement de la nourriture, mais aussi du combustible et des médicaments, et qui assure de surcroît la coexistence de communautés différentes. La forêt, écrit Vandana Shiva, en se faisant porte-parole des témoignages venus de toute la planète, et entre guillemets, la plus haute expression de la fertilité et de la productivité de la Terre, fermez les guillemets, 1989-56. Si attaquer, c'est condamner à mort les tribus qui y vivent, et en premier lieu les femmes. Ces dernières sont donc prêtes à tout pour arrêter les bûcherons. Souvent cité en exemple par Vandana Shiva, le mouvement Shikpo, qui rassemble des paysannes du Garhwal, une région indienne située au pied de l'Himalaya, entrepris dès le début des années 1970 de former des cercles humains autour des arbres destinés à l'abattage en s'interposant physiquement devant les chaînes des tronçonneuses hybrides citées avant. Pendant que les villageoises du Garhwa se mobilisaient ainsi contre la déforestation, celles du nord de la Thaïlande s'opposaient à la plantation d'eucalyptus qu'un fabricant de papier japonais repiquait au mépris de leurs droits, mais avec l'appui du gouvernement militaire sur les terres dont elles avaient été expropriées. Entre parenthèses, Matsui 88-90. En Afrique, sous la houlette de Wangari Maathai, le mouvement dit de la ceinture verte se donne pour mission de reboiser la périphérie des grandes villes. Depuis 1977, ce sont 10 millions d'arbres qui ont été plantés pour lutter contre les effets de la déforestation, l'érosion des sols, la désertification et la pénurie de bois de chauffage. Entre parenthèses, donc Maathai. Alors, la plus spectaculaire des actions pour la survie des forêts a pour cadre le delta du Niger, où l'exploitation de pétrole met en péril les mangroves. L'opposition à cette catastrophe annoncée s'est constituée en 1984 autour du champ pétrolifère d'Ogaref, quand des milliers de femmes ont manifesté devant les installations de la compagnie Pan Ocean en exigeant des compensations pour la destruction de l'eau, des arbres et des sols. Pour prouver leur détermination, elles avaient menacé de se dévêtir si leurs revendications restaient sans suite. Et elles sont d'ailleurs passées à l'acte lorsque le directeur de la compagnie est arrivé sur les lieux. Cerné par une foule de femmes nues, l'équivalent d'une malédiction pour les communautés du delta du Niger, il s'est vite laissé convaincre de donner suite à la demande de réparation. Turner et O'Shea, 140-141. Depuis les années 70, ces mobilisations populaires qui ont pour enjeu la terre prennent aussi de l'ampleur dans le lieu le plus improbable, à New York, où se développe un mouvement pour les jardins urbains. Lancé sous le nom de Green Guerrilla par un groupe dirigé par des femmes, il est né avec le défrichement des terrains vagues du Lower East Side. Les choses, ensuite, sont allées très vite. Dans les années 1990, la ville comptait pas moins de 850 jardins collectifs entretenus par des dizaines d'associations telles la Greening of Harlem Coalition, créée à l'initiative d'habitantes de Harlem désireuses de renouer des liens avec la terre et d'offrir aux enfants autre chose que la rue. À l'heure actuelle, ce mouvement rallie plus de 21 associations et projette d'ouvrir 30 autres jardins. Entre parenthèses, Wilson et Weinberg, 36. Ensuite de fournir fleurs et légumes, les jardins urbains, il est important de le souligner, contribuent aussi à rapprocher les habitants d'un même quartier et à les encourager à soutenir d'autres revendications urbaines, la défense des squats ou la réquisition des logements vides par exemple. Ceux de New York ne font pas exception à la règle et cela explique pourquoi Rudolph
Giuliani s'en est si rudement pris à eux pendant son mandat de maire 1994-2001. Tellement bien que depuis des années, le mouvement se mobilise avant tout pour les défendre contre les bulldozers. Au cours de la dernière décennie, 100 jardins new-yorkais ont été sacrifiés au entre guillemets, développement. Plus de 40 ont été rasés et les perspectives d'avenir semblent bien sombres. Ibid 61. Depuis son entrée en fonction, le nouveau maire de New York, Michael Bloomberg, leur a lui aussi déclaré la guerre. Alors là, une petite note. Michael Bloomberg est resté maire de New York pendant 3 mandats consécutifs, de 2002 à 2013, NDE. Alors, dernier titre de ce chapitre. Alors, l'importance de la lutte. Dans les métropoles du monde entier, le quart de la population au moins arrive à se nourrir grâce aux cultures vivrières des femmes. En Afrique, par exemple, le quart de la population urbaine des villes juge cette production indispensable à la survie. D'ailleurs, selon le Fonds des Nations Unies pour la population, ouvrez les guillemets, 200 millions de citadins environ cultivent des lopins de terre qui fournissent à près d'1 milliard de personnes une partie au moins de leur alimentation. Fermez les guillemets, UNFPA 2001. Lorsqu'on sait combien les femmes sont majoritaires dans le secteur de l'agriculture de subsistance, on comprend que les hommes de Kedjom ou au Cameroun trouvent en effet que, entre guillemets, oui, les femmes qui pratiquent l'agriculture vivrière apportent beaucoup à l'humanité. Fermez les guillemets. Grâce à elles, des milliards de gens, citadins ou ruraux, subsistent, tant bien que mal, même en temps de crise économique et même lorsqu'ils ne gagnent qu'1 ou 2 dollars par jour. Leur production compense la volonté des agro-industriels de réduire les surfaces agricoles, l'une des principales causes de l'augmentation des prix et de la famine. Et leur travail, qui garantit dans une certaine mesure la qualité de leurs produits, protège les consommateurs des risques liés à la manipulation génétique des semences et l'empoisonnement par les pesticides. Leurs méthodes de culture sont en effet sans danger pour la santé, ce qui est capital à une époque où l'utilisation immodérée des pesticides se traduit par des taux élevés de mortalité et de maladies chez les paysans et les paysannes du monde entier. C'est TIMI. L'agriculture vivrière constitue donc pour celles qui la pratiquent un moyen essentiel de préserver leur santé et celle de leurs proches. Alors, Mies et Benholt Thompson, 1999a. Elle participe, qui plus est, d'un mode de vie centré sur la solidarité et les échanges non concurrentiels, dont il est urgent de s'inspirer pour construire une nouvelle société. Ce mode d'agriculture est ainsi le ferment de ce que Maria Mies et Veronica Benhold Thompson appellent, entre guillemets, l'autre économie. Celle qui, à rebours de, ouvrez les guillemets, l'accumulation sans fin d'argent mort, place la vie et tout ce qui est nécessaire pour la produire et la maintenir sur cette planète au centre de l'activité économique et sociale. Fermez les guillemets, Ibid 5. Voilà. Alors, donc ça me semblait important de garder une mémoire, en fait, de un de ces chapitres de ce livre. Et par ailleurs, donc là, j'ai rebondi. Après, j'ai pris ça que j'avais vu cité dans une émission Les couilles sur la table. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très instructif. Voilà. Donc, pour accompagner un petit peu les transitions au niveau des rapports humains. Et là, donc, on a des sociologues qui ont fait des études, plus de 20 ans de recherche, je crois, au total. Donc, Céline Bessière et Sybille Colac, qui ont fait paraître très récemment, là, donc je crois que c'était en 2023, Le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités. Alors là, je vous conseille aussi, hein, c'est très instructif. On voit un petit peu comment ça fonctionne, les services aussi, les notaires, les avocats, tout ce qui encadre les dossiers des successions, des décès, des transferts de patrimoine et également des séparations, des veuvages aussi, les divorces, tout ça. Et alors là, je vais juste vous lire un tout petit truc, c'est vraiment très rapide.
parce que c'était quoi ah oui, je n'ai pas fini de lire, il me manquait les listes des matériaux, mais j'ai presque fini. Mais j'avais noté un petit post-it. Oui, c'est une petite citation. Alors attendez. Petite citation, citée dans le livre 2 fois d'ailleurs, c'est marrant. Alors là, c'est cité à la page 95 pour celui que j'avais relevé. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Écrivait Jean de La Fontaine en 1678. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit clin d'œil de quelque chose qui avait déjà été un petit peu dénoncé dans nos sociétés. Voilà. Et puis, dernier bouquin, mais c'est juste pour fermer le live, hein, parce que là, il faut que je bouge de là, comme on dit. Voilà, l'autre livre que je suis en train de lire, là, aussi, j'avais vu une interview sur Les couilles sur la table de, justement, Dr Capote, et ça s'appelle, son bouquin, là, Pubère la vie, à l'école des genres. Alors, je vous montre un petit peu le visuel. Très intéressant. Alors là, je ne sais pas si je vais vous lire quelque chose. Parce que là, d'abord, je n'ai pas fini de le lire. Mais surtout, bon, il y a des chapitres, il y a plein de chapitres. Et il y en a un qui est très intéressant, c'est celui aussi sur les règles. J'avais noté, là, comme ça. Mais je ne sais pas si j'ai le temps de vous le lire là. Peut-être qu'il n'est pas très grand. Bon, éventuellement, il n'est pas très grand. Je me lance. À moins que... Ouais, je sais pas. Ouais, non, je le ferai plus tard. Voilà, parce que là, il est trop tard. Bon, eh ben, écoutez, voilà. On refera peut-être ça, mais au moins, il y a un bouquin que je devais rendre, je vais pouvoir le rendre. Comme ça, c'est fait. À plus tard.